Vous parlez de sport mécanique, mais surtout de compétition, et essayez de voir si la compétition est une école de vie et à quoi ça peut en fait servir. Est-ce que ça a de la valeur et pour le devenir de chacun d'entre nous. Dans sport, il y a mécanique. Et mécanique, ça a la particularité de sous-entendre différentes compétences, différents domaines. Alors, je prends une voiture, par exemple, il y a de l'aérodynamisme, il y a un moteur, il y a un châssis, il y a des suspensions, il y a même des pneumatiques. Et c'est quelque chose qui regroupe, pour que ça fonctionne, un grand nombre donc d'intervenants qui doivent tous se faire confiance, qui ont tous leurs compétences établies, respectées, et qui vont collaborer en équipe pour finalement présenter sur la grille de départ, c'est comme ça qu'on appelle l'endroit où on présente les machines au départ d'une course, que ce soit en voiture ou en moto, on va présenter sur la grille de départ des machines qui vont être les plus compétitives possibles. Et là, c'est un élément intéressant parce que c'est la première partie de la compétition à laquelle on se livre, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un sport mécanique, en général, c'est un sport individuel. Le pilote monte dans sa voiture ou sur sa moto, et puis il fait sa course. On a l'impression que, donc, c'est un sport individuel. Actuellement, pas du tout. Pas du tout, parce que quand on présente la machine sur la grille de départ, il y a des milliers d'heures de travail des équipes que je viens d'évoquer et qui ont contribué à cette machine qui devrait être compétitive. C'est-à-dire que si on a un handicap de 3/10 de seconde au tour, par exemple, dû à la machine elle-même, eh bien, le pilote va tenter de compenser. Alors quand c'est des pilotes qui sont de compétences un peu diverses, comme c'est le cas en amateur, c'est pas très grave, mais quand il s'agit de pilotes qui ont été sélectionnés après des années de compétition, de bataille, ils sont tous à un niveau extrêmement élevé, je pense à la Formule 1 ou à la MotoGP. Et là, évidemment, s'ils essaient par leur talent, du moins par ce qu'ils font, de compenser 3/10 de seconde au tour, eh bien, ils vont prendre des risques tout à fait considérables, qui vont se traduire par peut-être un tête-à-queue, une sortie de route en voiture, ou bien en moto, eh ben, c'est la gamelle. C'est une chute, et ça, c'est toujours avec conséquence. Donc c'est un élément très important de constitution de ces équipes qui fait que ces sports dits individuels sont finalement des sports collectifs où chacun a dû apporter sa compétence avec surtout beaucoup de modestie, d'humilité et de respect des autres. De respect des compétences et des personnes. Ce n'est pas toujours forcément évident. Quelles sont les sanctions de ces disciplines? Les sanctions, eh bien, elles sont doubles, mais elles se rejoignent évidemment. C'est d'une part le chronomètre, et d'autre part, le résultat de la course, tout simplement. Alors le chronomètre, c'est un élément déterminant, parce que ça permet à une équipe de se rendre compte si le travail qui a été fait est un bon travail, si la machine marche bien, si elle est rapide, et si possible aussi ou plus rapide qu'une autre. Alors il y a des essais divers qui se font, quelquefois avec des pilotes d'ailleurs différents, et on arrive à des conclusions. Eh bien, il faut qu'on reprenne l'aérodynamique parce que ce qu'on a vu en simulation ou ce qu'on a vu en soufflerie, eh bien, ça ne marche pas. Vous savez, moi j'ai vu de très nombreux cas d'équipes de Formule 1 qui arrivaient très ambitieuses le jeudi soir avant le Grand Prix et qui disaient « alors on a gagné 3 points d'appui ». Ah bon? Et puis en fait, ça ne marchait pas du tout, parce qu'ils avaient vu ça en simulation ou en soufflerie. Et la traduction de la soufflerie à la piste est une opération extrêmement délicate, parce qu'en soufflerie, ce sont des maquettes qui sont bien dessinées, qui sont pures, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de boulon qui sort, il n'y a rien du tout. Et puis quand on construit la machine, c'est une différence quelquefois de quelques dixièmes entre deux plaques de raccord, de deux plaques de protection ou de plastique. Eh bien, c'est foutu, les filets d'air décollent, et puis on perd 500 kg d'appui. Et pour nous, en matière de pneumatique, ce qui fait aller vite, ce qui donne de l'adhérence, c'est l'appui. Donc c'est un élément absolument déterminant, ce chronomètre. Ensuite, on a le résultat de la course. Alors, le résultat de la course, il est lié déjà un petit peu au chrono, parce que je n'ai pas passé de temps pour vous parler de ce que peut faire un chronomètre quand on est au départ de la course en pole position, par exemple. À Monaco, c'est un circuit qui est étroit pour des voitures, et quand on est en pole position, c'est-à-dire le meilleur chrono qui a été établi pendant les séances d'essai, en général, on gagne la course parce qu'il est très difficile de dépasser. Le résultat, il est important, mais quelquefois, il ne dépend pas forcément de la compétitivité des machines. Un jour, un des responsables de l'entreprise pour laquelle je travaillais me téléphone, il me dit « Je voudrais bien aller au Grand Prix de Monaco ». C'était en 79,
Vous savez, Monaco, c'est étroit, c'est exigu. Pour l'instant, ça s'est un petit peu arrangé, mais c'était quand même très, très inconfortable, où c'est difficile de circuler, de voir les choses, etc. Pourquoi ne viendriez-vous pas au Grand Prix de France, à Dijon? Ah ben oui, pourquoi pas. On s'est donné rendez-vous, je lui ai dit, c'est pas la course qu'il faut voir, c'est vendredi matin. Vendredi matin, il était là, on a passé le week-end ensemble. Et puis, c'est une année, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, ça doit encore être sur YouTube d'ailleurs, parce qu'il y avait Jean-Pierre Jabouille sur une Renault, avec un moteur turbo extrêmement puissant, mais très fragile à l'époque, ça s'est amélioré après, qui était en tête, il est parti en tête, suivi par deux espèces de Lascar, qui étaient la deuxième Renault conduite par Arnoux, et puis une Ferrari conduite par Gilles Villeneuve. Et ces deux garçons, qui étaient un peu de même race, ils ont fait les 5 derniers tours de la course, roue imbriquée en Formule 1, vous imaginez le risque que ça comporte, c'est absolument hallucinant, c'est peut-être toujours sur YouTube. Et finalement, celui qui était quatrième, c'était un pilote australien, Jones, sur une Williams, en pneus concurrents. Et à l'arrivée, M. Rondreux, c'était lui, me dit « Alors, vous êtes content, on peut boire le champagne ?» Je dis « Oui, c'est vrai. » Mais imaginez un instant que le moteur de Jabouille casse, ce qui aurait très bien pu se produire, que les deux Lascar qui étaient derrière se touchent et s'arrêtent. Eh bien, la course était gagnée par un pilote qui utilisait d'autres pneumatiques, et puis on serait là, on se regardait en chien de faïence en disant bon, on a perdu la course. Et pourtant, on aurait fait le même travail et on aurait eu la même application technique et les mêmes résultats techniques. Donc le chrono, oui, mais les résultats, ce n'est pas facile à prendre. Pour ce résultat, pour l'obtenir, et il faut que les personnalités, vous comprenez bien, on dit entre guillemets se dépouillent. Parce que quand on fait ce que je viens de citer, par exemple, il est évident que on n'est pas en train de prendre le thé, encore qu'il n'y a pas de mal à prendre le thé, mais je veux dire, c'est quelque chose où vraiment les gens se donnent à fond. Et ces personnalités, on en a trouvé de toute nature. Si vous connaissez peut-être Harry Vatanen. Alors je le cite parce que d'abord c'est un Finlandais charmant, bien élevé. Il est peut-être toujours d'ailleurs député européen. Pilote de rallye devant l'Éternel, pilote au Dakar, et c'était un homme qui, autant il était posé, discipliné, agréable, gentil, autant quand il montait dans la voiture, il baissait la visière du casque, et là c'était un désastre absolu. Il était extrêmement rapide, souvent, et quelquefois il était sur le toit. Alors, vous vous souvenez, il y avait eu un départ du Paris-Dakar ici à Clermont, où le prologue avait lieu ici, là. Et bien, il s'est mis sur le toit tout de suite, avant de commencer les hostilités. Ça y était, il était sur le toit. Voilà. Bon, voilà donc, c'est là où les personnalités s'expriment de façon tout à fait, quelquefois, insoupçonnée. En parlant de personnalité, je pense aussi pas seulement à ceux qui sont dans les machines et aux ingénieurs, mais je pense aussi à une personnalité comme Enzo Ferrari. J'étais très jeune ingénieur. Et puis, j'ai eu le désir et l'opportunité de travailler avec Ferrari, de rencontrer le commendator. Et puis, je vous assure, c'était très impressionnant. Que c'est un commandeur. On dit le commendator, mais c'était un véritable, la stature d'abord physique. Et puis, il était derrière ce grand bureau avec ses lunettes fumées, un grand bureau en bois. Et il était là. Alors, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir vos pneumatiques? Oups, j'étais comme ça, bien sûr. Ça a très bien fonctionné, on a eu des relations excellentes à tout point de vue, que ce soit pour la compétition, que ce soit pour la fourniture de séries. Et ça a été un souvenir vraiment qui reste en mémoire, surtout pour quelqu'un qui est fanatique d'automobile. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut faire une rencontre pareille. Un autre élément qui vient, c'est l'honnêteté intellectuelle. Alors, ce n'est pas facile, encore une fois, de dire je me suis planté. Parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux de personnes, il y a des engagements qui ont été pris, il y a des entreprises derrière, et puis il y a des spectateurs, et puis il y a des téléspectateurs, donc c'est quelque chose d'éminemment public. Et j'en ai connu qui essayaient bien de tricher. Certains sont encore en fonction. Mais en général, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit une équipe qui gagne. Un exemple très, très significatif de cette honnêteté intellectuelle m'avait été donné par un japonais, Oguma-san, pour ceux qui... Et Oguma, c'était, vous savez, le japonais traditionnel, c'était le patron de Honda en compétition moto. Vous savez, les cheveux noirs plaqués, et puis alors, la coupe comme ça, là. Et on était en Angleterre au Grand Prix de Silverstone, et il avait une moto pilotée par Spencer, qui était un pilote hors pair, extrêmement rapide.
qui était vraiment... il gagnait 2 courses en général pendant le week-end, parce qu'à l'époque, il y avait des 350 et 500. Il gagnait en 350 et il gagnait aussi en 500. Et puis, en concurrence avec nous, j'allais dire, il y avait un certain Kenny Roberts sur une Yamaha équipée en pneus concurrents. Et puis, quand on prend les temps autour, Roberts était plus rapide que Spencer. Alors, j'avais fait des chronos partiels parce qu'on essayait de comprendre, mais actuellement, on a ça qui nous est fourni, j'allais dire, naturellement par l'organisation, par un certain nombre de moyens existants. À l'époque, ce n'était pas le cas. On allait sur le circuit, on prenait des chronos, etc. Et en vitesse de pointe, la Honda était plus rapide que la Yamaha. Ça nous était fourni par les organisateurs. Sur une partie à l'arrière du circuit, sur Beckett, c'est une sorte d'enchaînement de virages qui est à l'arrière du circuit de Silverstone. Spencer était plus rapide sur l'ensemble, sur la distance, que Roberts. Alors, je dis à Oguma, je dis, je ne comprends pas. On est bien en virage, donc quand il y a besoin de pneus, quand il y a besoin d'adhérence, on est là. Vous êtes bien en vitesse de pointe, parce que la moto est la plus rapide, mais au chrono autour, ça ne marche pas. Oguma, il me fait « Aïe, aïe !» Et quand il faisait ça, on savait qu'il allait se passer quelque chose d'important. Alors, il y en a que ça fait rire, mais bon, il s'en va et il me dit « Prochaine séance d'essai, on se retrouve. » On se retrouve après la prochaine séance d'essai, et il me dit « Aïe, papier, crayon !» Il me prend une feuille de papier, puis il trace des coordonnées, et il me dit « Moteur Honda, aïe !» Moto Yamaha, oh! Ben, vous avez qui sourit parce que vous avez vu ce que... Bon, j'ai mal dessiné dans l'espace, mais le moteur Honda était effectivement plus puissant que le moteur Yamaha, mais beaucoup plus pointu. La courbe était beaucoup plus pointue, c'est-à-dire que la plage d'utilisation était plus étroite. Et donc, dans toutes les parties de réaccélération où il fallait de la souplesse moteur pour relancer la machine, eh bien, la Yamaha, bien que moins puissante, avait beaucoup plus de facilité à ressortir. Voilà un petit peu le genre de personnage et ce à quoi on pouvait arriver quand on a... Et ça, c'était très agréable quand même d'avoir en face de soi des gens qui savaient dire « je suis pas bon ». Enfin, des exemples comme ça, il y en a énormément. Le troisième point, c'est le respect des faits. Alors, le respect des faits, vous savez, ceux qui suivent la Formule 1 se rappellent peut-être du Grand Prix des États-Unis en 2005. Notre pneumatique, celui du manufacturier que je représentais à l'époque, était très largement dominant de la saison. Il y avait eu un problème culturel. Nos concurrents japonais avaient eu beaucoup de mal à s'adapter à un règlement nouveau. Et depuis le début de la saison, les voitures équipées avec nos pneumatiques elles dominaient largement. On arrive aux États-Unis. Et aux États-Unis, Indianapolis, c'est un circuit un peu bizarre parce que ce n'est pas l'anneau tel qu'on le connaît. Il y a l'anneau et il y a aussi ce qu'on appelle l'infield qui a été utilisé par les voitures de Formule 1. Première séance d'essai, on constate qu'il y a 2 incidents qui sont dus aux pneumatiques. On décortique sur place, on regarde, on fait des essais en France, on fait des essais aux États-Unis. On comprend assez rapidement que les produits dont on dispose à Indianapolis sont bien les produits qu'on attendait. Ils sont conformes aux attentes et ils sont incapables de faire la course d'Indianapolis. Alors, j'avais organisé une grande table dans un grand bureau, une grande table en U, avec tous les responsables techniques et politiques de nos différents partenaires, pour que chacun soit au courant, qu'on suive en temps réel toutes les informations qu'on pouvait avoir et qu'on puisse réfléchir. Puis en plus, c'est des gens intelligents, brillants, donc ils pouvaient avoir de bonnes idées, etc. Et on arrive à cette conclusion qu'il va falloir qu'on modifie le circuit, parce qu'on avait bien compris d'où ça venait, qu'on modifie le circuit pour que la course puisse avoir lieu. Réunion entre les différentes écuries, appel du président de la fédération qui était à Monaco, tranquille, et qui dit non, le circuit, il n'y a pas à le modifier, non, on ne modifiera pas le circuit. Bon, eh bien, tant pis, on modifiera pas. Tony George, le patron du circuit, je lui dis, écoute, Tony, il faut faire quelque chose, autrement le Grand Prix ne va pas avoir lieu. Et Tony George dit, bon, il me faut 20 minutes pour refaire une chicane, je m'en occupe. Et il s'en va, bien. Briatore réunit les pilotes, dont Schumacher, dont les pilotes Ferrari de l'époque, qui roulaient, eux, avec les pneus de notre concurrent japonais. Et Schumacher dit, bon, moi, je m'en fous, moi, je pilote la voiture, je suis la piste, ça ne me dérange pas s'il y a un changement de piste. Bien. Et on se prépare, donc, à prendre le départ de la course avec un circuit modifié. Et puis, au moment du départ de la course, quand les voitures font le tour de reconnaissance et de mise en place, eh bien, le circuit n'était pas modifié.
le Grand Prix n'a pas eu lieu. Il y a 6 voitures qui ont roulé avec les pneus de notre concurrent. Il y avait 120 000 personnes en face, des Américains qui étaient venus voir un Grand Prix de Formule 1. Je ne vous raconte pas, ça fait du bruit, ils n'étaient pas contents du tout. Et puis il y avait 300, 400 millions de téléspectateurs. Eh bien, l'examen des faits, le respect de ce qui nous arrivait, objectif, lucide, tranquille, nous a fait dire à tous, eh bien, nous ne courrons pas. Voilà, c'était une grande simplicité. Alors tout ça, simplement pour que vous ayez senti au fil de quelques exemples que les personnes dans ce genre de jeu, qui est un jeu collectif finalement, celui des sports mécaniques et d'une compétition de sports mécaniques, eh bien, ce jeu implique vraiment que les personnes se dévoilent complètement. Et je vous remercie beaucoup. Bonne soirée.